Les petits ifs du cimetière frémissent au vent hyémal dans la glaciale lumière, avec des bruits sourds qui font mal. Les croix de bois des tombes neuves vibrent sur un ton anormal. Silencieux comme les fleuves, mais gros de pleurs comme eux de flots, les fils, les mères et les veuves, par les détours du triste enclos, s'écoulent, lente théorie au rythme heurté des sanglots. Le sol sous les pieds glisse et crie. Là-haut, de grands nuages tors s'échevèlent avec furie. Pénétrant comme le remords, tombe un froid lourd qui vous écœure et qui doit filtrer chez les morts. Chez les pauvres morts, à toute heure, seuls et sans cesse grelottants, qu'on les oublie ou qu'on les pleure. Je suis Verlaine, aurait pu dire Guillaume II. Il dit « Ich habe es nicht gewollt ». Je n'ai pas voulu cela, redisent Willichen, petit Guillaume, et le Dieu des derniers jours de l'humanité. Wer denn? Qui donc alors? Demande Krauss par la bouche de petite Marie. La réponse semble aller de soi. La lecture d'Anselme de Cantorbéry et de Roderick Chisholm, entamée le 6 janvier, la rend plus délicate, qui, au minimum, porte sur la conjonction du faire, du vouloir et du pouvoir, la sainte trinité de la théorie de l'action. Pour comprendre cette phrase, « Je n'ai pas voulu cela », on peut combiner de nombreuses façons chacun de ces termes. Faire, vouloir, pouvoir. On pourrait ajouter savoir et croire, avec un ou plusieurs autres. On obtiendrait autant de problèmes philosophiques. Pour prendre le plus simple, la combinaison du faire et du vouloir, il est clair que la signification de « je n'ai pas voulu cela » ne sera pas la même si cela désigne ce que j'ai fait ou ce qui a été fait. Guillaume II, recueilli devant la tombe du soldat, sur les cartes postales de la propagande impériale, n'a pas tué le soldat. Il n'a rien fait. La mort du soldat a été causée par celui qui l'a tué. Elle a été faite. Elle s'est faite sans que Guillaume ait pris part à l'action. Il n'a pas pressé la gâchette, il ne tenait pas le fusil Lebel. Autrement dit, non seulement Guillaume n'a pas voulu la mort du soldat, mais il ne l'a pas causée. À dire vrai, il ne voulait ni la mère du soldat, ni la guerre elle-même. Petit Guillaume, sa mère l'assure, mène une sainte guerre défensive. Führt einen heiligen Verteidigungskrieg. Cette guerre, il ne l'a pas voulu. C'est ce que dit le vrai Guillaume, pas celui des cartes postales et des garde-feux de cheminée, mais celui de l'Arbeiterzeitung, celui qui affirme solennellement, devant Dieu et l'histoire, « Ma conscience est pure, je n'ai pas voulu la guerre ». Le lecteur d'Anselme répond « Il faut distinguer causalité directe, par soi, per se, et causalité indirecte, par un autre, per aliud, bringing it about that Q, where Q is a sufficient condition for P, dans l'idiome de Walton. Produire
occasionner, faire être un certain état de choses Q, tel que si Q, alors P, où Q désigne la situation létale découlant par une série de médiations en principe toutes identifiables de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France le 3 août 1914, et P, la mort du soldat. Guillaume dit « Non seulement je n'ai pas voulu P, la mort du soldat, mais je n'ai pas voulu Q, la guerre qui l'a rendue possible, sinon probable. Je ne suis responsable ni de cette mort en particulier, ni de cette guerre en général. » On peut rétorquer deux sortes de choses à Guillaume. La première, en termes mikraéliens, ceux du Lexicon Philosophicum de Johannes Lütkeschwager, Mikraelius, en distinguant welle, nolle et non welle, comme nous l'avons vu en conclusion du cours du 6 janvier. Distinguer vouloir, ne pas vouloir ou ne pas vouloir que, et vouloir ne pas ou vouloir que ne pas. Guillaume nous dit « Je n'ai pas voulu cela ». Nous pouvons lui répondre « Si tu veux dire que tu nollais ou noulais la guerre, c'est faux. Tu ne l'as pas empêché. Or, tu sais bien que id nolimus quod impedimus ». Si tu veux dire que tu ne la voulais pas, c'est peut-être vrai, mais vu du fond d'une tranchée ou terré dans un trou d'obus, cela revient au même, tu l'as permise. Id non volimus, quod permittimus cum detestatione. Que ce soit ou non, avec réticence, avec répugnance ou détestation, cela t'importe peut-être, mais cela m'importe peu. La seconde réponse est anselmienne. On peut en effet répondre à Guillaume que s'il est vrai qu'il n'a ni voulu la mort du soldat, ni participé directement à l'action qui l'a entraîné, il n'a pas fait en sorte qu'il n'y ait pas un certain état de choses Q, la guerre, tel que l'existence de Q entraîne possiblement à plus ou moins longue échéance la mort du soldat. On peut répondre à Guillaume qu'il n'a pas fait en sorte qu'il n'y ait pas un état de choses Q tel que si Q, alors B fait en sorte que P, ou plus exactement qu'il n'a rien fait pour empêcher l'état de choses Q sans l'existence duquel P, la mort du soldat, n'aurait pu avoir lieu. En idiome anselmien, il a échoué à réaliser un non facere aliud non esse. En idiome uckelmien, celui de Sarah Uckelman, il a échoué à exercer une causalité négative, distal, distante, per aliud. En idiome waltonien, il a échoué à réaliser un schéma d'action du type 2, A fait en sorte que non Q, et si Q, alors B fait en sorte que P, où A désigne Guillaume, B le soldat français, et Q l'état de guerre entre l'Allemagne et la France. Bref, tout en ne voulant ni P ni Q, Guillaume n'est pas arrivé à faire en sorte que non Q. Mais ici, la question rebondit. Guillaume voulait-il non Q? Si la réponse est « il ne voulait pas non Q », non volere non,
Dans le quadrilatère du vouloir introduit le 6 janvier, cela revient à V, volere. Il ne voulait pas ne pas faire la guerre revient à il voulait faire la guerre. Donc il ment. Le problème philosophique est réglé. Il est réglé philosophiquement. Guillaume ment quand il dit « je n'ai pas voulu la guerre ». Mais s'il voulait non Q, comment se fait-il qu'il ne soit pas arrivé à faire en sorte que non Q? N'était-il pas l'empereur, le Kaiser, c'est-à-dire celui qui commande? Serait-ce qu'il avait le pouvoir de faire en sorte que Q, mais n'avait pas celui de faire en sorte que non Q? Si tel est le cas, pouvait-il vraiment faire ce qu'il voulait? Était-il libre de faire ou de ne pas faire la guerre si, ayant le pouvoir de faire la guerre, il n'avait pas celui de ne pas la faire? C'est le problème de la liberté. En tant que, comme je le disais le 6 janvier, elle réunit vouloir, pouvoir et faire. J'y reviens. Soit donc ce que j'ai appelé la définition standard de la liberté comme pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Reprenons le texte de Chisholm, Human Freedom and the Self, à son commencement. Avant le casus du fonctionnaire faillible, potentiellement indélicat. Le texte de Chisholm s'ouvre sur la confrontation entre la thèse selon laquelle les êtres humains sont des agents responsables, la thèse, et les positions qui excluent cette thèse ou qui s'opposent à elle. Il y en a deux, la conception déterministe de l'action humaine et la conception indéterministe de l'action humaine. La première conception, déterministe, affirmant que chaque événement impliqué dans un acte est causé par quelque autre événement. Every event that is involved in an act is caused by some other event. La seconde position, la conception indéterministe, soutenant que l'acte ou quelque événement essentiel à l'acte n'est en rien causé, n'est pas du tout causé. The view that the act or some event that is essential to the act is not caused at all. Pour surmonter ce double obstacle du déterminisme et de l'indéterminisme et sauver la notion de responsabilité, donc d'agent responsable, indubitablement compromise, aussi bien si nous ne sommes aucunement cause de nos actes que si nos actes n'ont absolument pas de cause. Soit ils ont une cause, mais ce n'est pas nous, soit ils n'ont pas de cause du tout. Pour surmonter cela, Chisholm annonce qu'il va devoir faire et tester un certain nombre d'hypothèses lourdes, dit-il, ayant une portée considérable sur le moi ou l'agent, c'est-à-dire, dit-il, la personne qui accomplit l'acte. Le moi ou l'agent, c'est-à-dire la personne qui accomplit l'acte. Une formule où l'on voit, ce qui n'est pas sans importance pour une archéologie du sujet, la notion de personne se glisser dans l'équation nietzschéenne du sujet de l'action, que nous avions formulée l'année dernière, pour donner quelqu'un égale sujet, égale agent, égale je, égale personne. Pour lancer la réflexion, dans Human Freedom and the Self, dont je
je rappelle qu'il s'agit au départ, n'est-ce pas, d'une conférence, Lindley Lecture, donnée à l'Université du Kansas en 1964. Pour lancer la réflexion, Chisholm prend un exemple qu'il emprunte probablement à Anselme. Exemple qui, depuis le 7 janvier dernier, a pris pour nous une signification particulière. Considérons, dit-il, certains faits ou méfaits qui peuvent être attribués à un agent responsable, par exemple un homme tirant sur un autre homme. La question est, à quelles conditions un tel homme peut-il être dit responsable de son acte? La réponse. Si l'homme en question était responsable de ce qu'il faisait quand il l'a fait, c'est que, je cite, « ce qui allait arriver au moment du tir était quelque chose d'entièrement en son pouvoir. » Qu'est-ce à dire? Cela veut dire qu'il y a eu un moment où il était vrai à la fois qu'il aurait pu tirer et qu'il aurait pu s'en abstenir. Et dans ce cas, bien qu'il ait tiré, il aurait pu faire autre chose. Si vous préférez, il ne s'est pas retrouvé tirant, comme on dit, contre son gré, against his will. There was a moment at which it was true, both that he could have fired the shot and also that he could have refrained from firing it. And if this is so, then even though he did fire it, he could have done something else instead. La phrase est torturée, mais la signification est simple. Dire que l'homme qui a tiré est responsable du tir si, à l'instant où il a tiré, il était vrai à la fois qu'il aurait pu tirer et qu'il aurait pu ne pas tirer, veut dire que, au moment où il a tiré, l'homme qui a tiré aurait pu, pouvait ne pas tirer. À l'instant T, il était au pouvoir du tireur et de tirer et de ne pas tirer. Si un homme est responsable d'un certain événement ou état de choses, dans le cas précis d'avoir tiré sur un autre homme, c'est que cet événement ou état de choses a été provoqué, brought about, par l'un de ses actes, et que cet acte était quelque chose qu'il était en son pouvoir d'accomplir ou de ne pas accomplir. Cela posé, si l'acte que notre homme a accompli était un acte qu'il était en son pouvoir de ne pas accomplir, c'est que cet acte n'aurait pas pu, ne pouvait pas être causé ou déterminé par un événement qu'il n'était pas en son pouvoir de provoquer ou de ne pas provoquer. Dire que, à l'instant T, X a le pouvoir d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte A, que de fait il a accompli, signifie que cet acte qu'il accomplit ne peut être causé par un événement E que X n'aurait ni le pouvoir de provoquer ni le pouvoir d'empêcher. Cette remarque ajoute quelque chose de décisif qui nous ramène sous une autre forme à la causalité anselmienne père Aliyoud, ou plutôt à une situation
où, comme dans la causalité Père-Aliud-anselmienne, on a affaire potentiellement ou réellement à deux agents. Dans l'exemple du tir, le second agent peut être un deuxième homme, distinct du tireur. Quelqu'un qui, par exemple, lui aurait tenu la main et aurait pressé du doigt le doigt du tireur pour lui faire appuyer sur la gâchette. Ou bien encore, dit Chisholm, ce peut être un magnétiseur qui aurait hypnotisé le premier homme pour l'obliger à commettre le crime. C'est cela, cette sorte d'intervention externe, que désigne l'événement E. Dans la phrase, dire que à T, X a le pouvoir d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte A que de fait il accomplit, signifie que cet acte qu'il accomplit ne peut être causé par un événement E que X n'aurait ni le pouvoir de provoquer ni le pouvoir d'empêcher. Eh bien voilà deux situations où X n'a pas le pouvoir d'empêcher l'événement qui va provoquer le tir. E, premier exemple, un deuxième agent Y appuie sur le doigt de X. Autre hypothèse, un magnétiseur Y a hypnotisé X. Dans un cas de ce genre, tout le monde s'accorderait à dire qu'il n'était pas au pouvoir du premier homme d'empêcher le tir qui a été causé par le deuxième, par l'intrusion du second tireur ou du magnétiseur. En termes philosophiques, la responsabilité individuelle ne paraît pas compatible avec le déterminisme. Si l'événement E2, le tir de X, a été causé par un événement E1, la pression de Y sur le doigt de X, ou la mesmérisation de X par Y, X n'est pas responsable de l'acte A. On dira que cet enchaînement d'événements est une hypothèse ad hoc, forgée dans les plaines du Kansas, et qu'il va de soi qu'un homme contraint de tirer par une force extérieure n'agit pas librement et donc ne peut être tenu pour responsable de l'acte qu'on lui attribue. Peut-être. Mais on peut, dit Chisholm, faire la même analyse en remplaçant le deuxième homme par les croyances ou les désirs du premier. À un certain niveau d'intensité, le désir de tuer joue à l'intérieur de l'homme le rôle que jouerait à l'extérieur un deuxième homme. Dans cette hypothèse, le deuxième homme est en moi. Ce sont mes désirs, ce sont mes croyances. Ce sont elles, mes croyances, ce sont eux, mes désirs, les causes véritables de mon action. Suis-je alors responsable de mon acte ? La réponse est non, car ce n'est pas mon acte, c'est le sien. L'acte de l'ennemi intérieur. Si l'acte de cet homme était en réalité, écrit Chisholm, provoqué par ses croyances et ses désirs, et si ceux-ci, dans la situation particulière où il se trouvait, le causaient à faire ce qu'il a fait, nous devons en conclure qu'ils en étaient la cause, et donc il ne pouvait, au singulier, faire autre chose que ce qu'il a effectivement fait. Que la cause de l'action soit interne ou externe ne peut faire de différence à cet égard. Si cette cause est un état ou un événement dont l'homme lui-même n'est pas responsable, celui-ci, alors, n'est pas responsable de ce que nous avons nommé par erreur son acte. L'homme n'est pas responsable
d'un acte qui est la conséquence d'un événement qu'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher. Voilà la thèse de base. L'homme n'est pas responsable d'un acte qui est la conséquence d'un événement qu'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher. Cela dit, les croyances s'acquièrent. Les désirs ne naissent pas de rien. Eux aussi sont acquis. On peut donc poursuivre le raisonnement pour le plaisir. On peut, par exemple, dire que l'homme est responsable des actes que ses croyances lui font accomplir, s'il est vrai que il y eut un moment où il était en son pouvoir de les acquérir ou non. If there was a time when they were within his power either to acquire or not to acquire. Cela nous ramène au problème initial. On a simplement abandonné l'idée de contrainte extérieure. Au fond, ce que ne fait pas Chisholm, mais cela me paraît compatible avec les passages extraits de son analyse des conditions de la responsabilité, on pourrait dire que tout se ramène à un problème d'acquisition. To acquire, a desire, belief. Tout se ramène à un problème d'acquisition. Mais allons plus loin. Acquisition de quoi? Acquisition d'une volonté, acquisition d'un acte. Ai-je vraiment le pouvoir d'acquérir mes volontés? Cette terminologie, l'acquisition, déroute. Elle existe, pourtant. Dans l'histoire de la théologie musulmane, c'est une pièce essentielle de la théorie de l'action, celle de l'acquisition des actes, fondée sur la distinction entre créateur ou agent et acquéreur, qui, en Orient, aux confins des 9e et 10e siècles, permet notamment à Al-Ash'ari et à ses disciples, les théologiens ash'arites, de faire droit au sentiment de liberté que peut éprouver l'individu, tout en réservant à Dieu seul le titre de créateur et d'agent au sens propre, cela en distinguant les mouvements qui lui arrivent, indépendamment de sa volonté, à l'individu, le frisson dû à la fièvre, le flux du sang dans les artères, etc., et ceux qui se produisent ou cessent, selon qu'il le veut, s'asseoir, se lever, avancer, etc. Ces derniers, ceux dont l'homme ressent qu'ils se font à sa guise, étant ceux dont il est l'acquéreur, et Dieu seul proprement l'agent. Comme l'écrit Averroès, qui en Occident, à la fin du XIIe siècle, les critique. L'homme, chez les Ash'arites, n'est-ce pas? Chez les Ash'arites, l'homme acquiert, mais ce par quoi il y a acquisition et l'acquis lui-même, ce qu'ils acquièrent, sont tous deux créés par Dieu. Vous trouvez cette affirmation dans le dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes de la religion musulmane, traduit partiellement, très partiellement, mais quand même, par Marc Geoffroy dans Averroès, l'islam et la raison,
Anthologie de textes juridiques, théologiques et polémiques, Paris, Flammarion, Garnier-Flammarion, 2000. Je vous renvoie sur ce point à l'étude donc de Jean-Baptiste Brenet, qui est mentionné ici, acquisition de la pensée et acquisition de l'acte chez Averroès. Et plus largement, à l'ouvrage de Daniel J. Marais, Théorie de l'acte humain en théologie musulmane. Je reviendrai dans quelques semaines sur cette notion d'acquisition. Le parallèle que je fais aujourd'hui avec la théologie acharite et Averroès n'est pas forcé. La doctrine de Dieu, seul agent, nous est familière. C'est celle de l'Épître aux Philippiens 2:13 que nous avions évoquée le 6 janvier. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vulgate latine, Deus est qui operator in vobis et tuele et perficere pro bona voluntate. Et en grec, vous avez la même chose, sauf que vous avez les termes telein et energein, correspondant à vele et perficere. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Au minimum, la thèse de l'acquisition de l'acte et de la volonté, la thèse de l'Épître aux Philippiens se connecte au problème de ce que j'appellerai désormais le problème des deux agents, ou selon le contexte, l'argument des deux agents, entendant deux agents pour un même acte. Chisholm en pressant quelque chose qui, pour montrer que Dieu lui-même peut tenir le rôle du deuxième homme, cite un texte de la Prima Secundae, donc de la première partie de la seconde partie de la somme de théologie de Thomas d'Aquin, qui, dans le langage d'Aristote, rappelle une partie de l'affirmation de l'Épître aux Philippiens. Omnis motus tam voluntatis quam nature ab eo procedit sicut a primo movente. Chaque mouvement, tant de la volonté que de la nature, procède de lui, c'est-à-dire de Dieu, comme d'un ou comme premier moteur. Retenez cette expression, primum movens, prime mover, premier moteur. Nous la retrouverons transférée à l'homme par Chisholm. Ici, ce qui découle de la vue, comment dire, the view, que Thomas d'Aquin exprime en disant, dans l'anglais de Chisholm, « Every movement, both of the will and of nature, proceeds from God as the prime mover ». Donc, ce qui découle de cette vue, c'est l'idée que si Dieu est le premier moteur de son acte, l'homme, le pécheur, n'est pas responsable de cet acte. Vous avez le texte de Chisholm en anglais là. Si l'acte du pécheur, the act of the sinner, procède effectivement, vraiment procéder de Dieu comme premier moteur, Dieu se trouve, then God was in the position of the second agent. Dieu était véritablement, se trouvait dans la position du deuxième agent discuté précédemment, we just discussed. The man who fought the trigger finger, or the hypnotist, le
celui qui pressait le doigt du premier sur la détente, ou bien l'hypnotiseur. Et celui que l'on nomme le pécheur, the sinner so called, n'était pas responsable de ce qu'il a fait. Chisholm note, on pourrait juger cette assertion téméraire du point de vue de l'histoire de la théologie occidentale. Mais je dois dire, dit-il, que je n'ai encore jamais rencontré une seule bonne raison d'y renoncer. Quelle que soit la témérité de l'assertion et la pertinence de l'argument des deux agents, un problème se dégage de l'analyse des conditions de la responsabilité de l'action humaine. Puis-je acquérir ma volonté? En termes plus courants, plus standards, suis-je libre de vouloir ce que je veux? En termes plus simples encore, mais peut-être plus difficile à entendre pleinement, puis-je vraiment vouloir ce que je veux? Distinguant question du libre arbitre et question de la liberté, Chisholm, dans le paragraphe 10 de Human Freedom and the Self, pose avec Locke le vrai problème de la liberté. Le vrai problème de la liberté n'est pas celui que l'on peut tirer de la définition standard de la liberté comme pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Le vrai problème de la liberté est de savoir si je suis libre de vouloir ce que je veux. Il y a une différence entre le concept originel et empirique de la liberté qui ne se rapporte qu'à la puissance d'agir et le concept du libre arbitre qui se rapporte uniquement à la puissance de vouloir. Distinguer donc liberté et puissance d'agir, libre arbitre et puissance de vouloir. C'est littéralement ce que dit Schopenhauer dans un texte célèbre de 1838, primé en 1839 par l'Académie royale des sciences en Norvège, un texte que l'on redécouvre périodiquement, Über die Freiheit des menschlichen Willens, traduit en français par Salomon Reinach en 1877 sous le titre « Essai sur le libre arbitre ». De fait, s'il est certain qu'un homme peut faire ce qu'il veut, il n'est pas du tout certain, bien au contraire, qu'il puisse vouloir autre chose que ce qu'il veut. La conscience, Selbstbewusstsein, affirme « je peux faire tout ce que je veux ». Schopenhauer répond « et alors ?» Interroger, écrit-il, interroger un homme tout à fait sans préjugés. Voici à peu près en quels termes il s'exprimera au sujet de cette conscience immédiate que l'on prend si souvent pour garante d'un prétendu libre arbitre. C'est la planche intitulée ici « Faire ce que l'on veut, le présent d'une illusion ». Interroger un homme tout à fait sans préjugés, voici à peu près en quels termes il s'exprimera au sujet de cette conscience immédiate que l'on prend si souvent pour garante d'un prétendu libre arbitre. Je
signale au passage que la question qui avait été mise au concours par l'Académie norvégienne, et concours dont effectivement Schopenhauer a remporté le prix, cette question était num liberum hominum arbitrium et sui ipsius conscientia demonstrari potest. Est-ce que l'on peut démontrer le libre arbitre de l'homme à partir de la conscience qu'il a de lui-même, de sa conscience de soi? Un homme tout à fait sans préjugés veut dire « bah oui, quoi, enfin, évidemment, je peux faire ce que je veux. Si je veux aller à gauche, je vais à gauche. Pas besoin d'être grec pour ça, n'est-ce pas? Si je veux aller à droite, je vais à droite. Cela dépend uniquement de mon bon vouloir. Je suis donc libre. » Un tel témoignage ironise Schopenhauer est certainement juste et véridique. Il n'a qu'un défaut, il présuppose la liberté de la volonté. Et surtout, je souligne personnellement ce point, il admet implicitement que la décision est déjà prise. C'est-à-dire, c'est au moment où j'ai déjà pris ma décision que je peux dire je peux faire ce que je veux, je peux aller à gauche, si je veux aller à gauche, je peux aller à droite, si je veux aller à droite. Il admet implicitement que la décision est déjà prise, la liberté de la décision elle-même ne peut donc nullement être établie par cette affirmation. Or, c'est cela qui est en cause. Il n'y est fait aucune mention de la dépendance ou de l'indépendance de la volition au moment où elle se produit, mais seulement des conséquences de cet acte une fois qu'il est accompli, ou pour parler plus exactement, de la nécessité de sa réalisation en tant que mouvement corporel. Il y a une différence entre la genèse des volitions et l'exécution des mouvements corporels. On retrouvera cette distinction chez Thomas d'Aquin. Le témoignage de la conscience ne nous dit rien sur la puissance de vouloir. Il ne nous parle que de la puissance d'agir. Et il ne nous en apprend rien. Comme le prouve ce passage plein d'ironie. Figurons-nous un homme dans la rue, je l'appellerai l'homme de 18 heures, qui se dirait « Il est à présent 6 heures du soir. Ma journée de travail est finie. Je peux maintenant faire une promenade. Ou bien je peux aller au club. Je peux aussi monter sur la tour pour voir le coucher du soleil. Je peux aussi aller au théâtre. Je puis faire une visite à tel ami ou à tel autre. Je peux même m'échapper par la porte de la ville, m'élancer au milieu du vaste univers et ne jamais revenir. Tout cela ne dépend que de moi. J'ai la pleine liberté d'agir à ma guise. Et cependant, je n'en ferai rien. Mais je vais rentrer non moins volontairement au logis auprès de ma femme. C'est exactement comme si l'eau disait « Je peux m'élever bruyamment en haute vague. » Oui, certes, lorsque la mer est agitée par une tempête. Je peux descendre d'un cours précipité en emportant tout sur mon passage. Oui, dans le lit d'un torrent. Je peux tomber en écumant et en bouillonnant. Oui, dans une cascade. Je peux m'élever dans l'air, libre comme un rayon. Oui, dans une fontaine. Je peux enfin m'évaporer et disparaître. Oui, à 100 degrés de chaleur. Et cependant, je ne fais rien de tout cela. Mais je reste de mon plein gré, tranquille et limpide dans le miroir du lac. Schopenhauer commente
Comme l'eau ne peut se transformer ainsi que lorsque des causes déterminantes l'amènent à l'un ou l'autre de ces états, de même, l'homme ne peut faire ce qu'il se persuade être en son pouvoir que lorsque des motifs particuliers l'y déterminent. Jusqu'à ce que les causes interviennent, tout acte lui est impossible. Mais une fois qu'elles agissent sur lui, il doit, aussi bien que l'eau, agir comme l'exigent les circonstances correspondant à chaque cas. C'est la liberté de la girouette. Le moi n'a pas de pouvoir sur la volonté. L'erreur de l'homme de 18 heures est en général l'illusion provenant, dans son cas, d'une fausse interprétation du témoignage de la conscience, à savoir qu'il puisse, en un instant donné, accomplir indifféremment les divers actes envisagés. Cette erreur repose, dit Schopenhauer, elle repose à y regarder de près sur ce fait que son imagination ne peut se rendre présente qu'une seule image à la fois, laquelle, au moment où elle lui apparaît, exclut toutes les autres. On ne peut imaginer qu'une chose à la fois. Le possible, désirable, le motif de le désirer, l'influence de ce motif sur la volonté. Si notre homme se représente le motif d'une de ces actions proposées comme possible, il en sent immédiatement l'influence sur sa volonté, qui est sollicitée par ce motif. Il a, dit Schopenhauer, une velléité, le terme technique pour désigner ce mouvement. Il s'imagine qu'il peut transformer cette velléité en volition, c'est-à-dire accomplir l'action qu'il envisage actuellement. Mais c'est qu'il oublie, dans l'instant, tous les motifs agissant sur lui dans d'autres sens, ou les motifs contraires, qui agissent en sous-main, sans qu'il y pense, puisqu'il ne peut penser qu'à une seule chose à la fois. Si l'on voyait un autre motif en même temps, mieux, s'il voyait tous les motifs à la fois, il comprendrait qu'il ne réaliserait jamais cette action, d'où la girouette. Pendant que des motifs s'excluant l'un l'autre se succèdent de la sorte devant l'esprit, avec l'accompagnement perpétuel de l'affirmation intérieure « je peux faire ce que je veux », la volonté se meut comme une girouette sur un support bien graissé et par un vent inconstant. Elle se tourne aussitôt du côté de chaque motif que l'imagination lui représente, tous les possibles influent sur elle tour à tour, et l'homme croit à chaque fois qu'il est dans son pouvoir de vouloir telle ou telle chose et de fixer la girouette en telle ou telle position, ce qui est une pure illusion. Car son affirmation « je peux vouloir ceci » est en vérité hypothétique, et il doit la compléter en ajoutant « si je ne préfère autre chose ». Mais cette restriction seule suffit pour infirmer l'hypothèse d'un pouvoir absolu du moi sur la volonté. Comme disait Edgar Faure, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de sens. Je ne puis vouloir à volonté. Je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux, car au moment où je le veux, je n'ai pas le pouvoir de vouloir autre chose que ce que je veux. Voilà la thèse de Schopenhauer. Elle a choqué, elle a séduit. C'est selon. Elle s'inscrit dans une tradition plus vaste qui va de Paul de Tarse à Augustin. De Paul de Tarse et Augustin à Locke et Leibniz, via
le Moyen Âge, et de là à nos modernités successives. Chisholm en transcrit l'essentiel dans le paragraphe 10 de La liberté humaine et le moi, Human Freedom and the Self. Il faut, avec Locke, dit-il, distinguer trois questions. Thèse de Chisholm, le problème de la liberté n'est pas le problème de la liberté de la volonté, mais celui de la liberté de l'homme. C'est la thèse de Locke, on va y venir. Là, the question of freedom, as John Locke said, is not the question whether the will be free, it is the question whether a man be free. La question de la liberté, comme le disait John Locke, ne consiste pas à savoir si la volonté est libre, mais si un homme est libre. For if there is a will as a moving faculty, the question is whether the man is free to will to do those things that he does will to do, and also whether he is free not to will any of those things that he does will to do, and again, whether he is free to will any of those things that he doesn't will to do. Donc, s'il existe une volonté en tant que, traduit Fabien Kella dans La liberté humaine et le moi, s'il existe une volonté en tant que faculté initiatrice, la question est de savoir si l'homme est libre de vouloir faire les choses qu'il veut faire, s'il est libre de ne pas vouloir les choses qu'il veut faire, et également s'il est libre de vouloir les choses qu'il ne veut pas faire. Vous avez sous les yeux ici la traduction, donc est là, page 49. Là, alors, quelques mots sur cette traduction. La traduction de moving faculty. For if there is a will as a moving faculty, car s'il existe une volonté, deuxième paragraphe, en tant que faculté initiatrice. La traduction de moving faculty par faculté initiatrice me paraît légèrement inadéquate. Il vaut mieux dire motrice, pour une raison simple. Ce qui agit sur un agent pour le faire agir est un principe moteur. On parle d'ailleurs de mobile et de motif. Le mouvement est, depuis l'Antiquité, en tout cas depuis un certain aristotélisme, y compris médiéval, le paradigme de l'action. Cela se voit dans le cadre de la problématique du sujet de la pensée, où certaines théories, comme la théorie d'Averroès, reprise et discutée par Thomas d'Aquin, puis la tradition subséquente, distinguent à côté du sujet récepteur, passif, un sujet dit précisément moteur, couplage de termes qu'il nous faudra considérer avec soin dans l'avenir. En outre, comme je le disais tout à l'heure, nous retrouverons aujourd'hui même la notion de moteur chez Chisholm. Dans l'immédiat, je reprends les trois questions tirées par Chisholm de Locke et de Leibniz, qui, comme on le sait, Leibniz discute en détail les thèses de Locke dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain. J'y reviendrai brièvement. Question 1. De cet ensemble que j'ai intitulé « Trois questions héritées de Locke et Leibniz, plus une en prime », n'est-ce pas? Payez 3, prenez 4, n'est-ce pas? L'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire? 2. L'homme est-il libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire? 3. L'homme est-il libre de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire? À quoi il faut ajouter une quatrième question, et ça, quand?
avant ou pendant? Ces questions nous ramènent avant ou pendant, avant de commettre l'acte ou au moment où il le commet, n'est-ce pas? Avant d'accomplir l'acte ou au moment où on l'accomplit. Ces questions nous ramènent au-delà de la liberté à la responsabilité évoquée l'an dernier à propos de l'imputabilité selon Scheller et Ricoeur. Mais à présent, c'est des thèses de Locke qu'il nous faut dire un mot. Et je propose que nous fassions une pause maintenant, puisque dans les minutes qui suivent, qui viennent, si je ne fais pas autre chose, il sera question de Locke. Donc, soit je vais au sommet d'une tour, je cours au théâtre, je sors par les portes de la ville, je me dissous, soit je reviens dans 5 minutes et nous commençons à regarder un peu les thèses de Locke et celles de Leibniz.